Chapitre 24. 24. Les élections présidentielles et les élections générales. 1. Introduction au 24e point de mon projet de société congolais. De nos jours, des élections présidentielles ou des élections générales justes et équitables, véritables et parfaitement vérifiables, transparentes et modernes, sans a priori et qu'aucun doute, et sans équivoque, sans tricherie, demeure la hantise des régimes dictatoriaux, réalisée par une commission électorale indépendante, et non, par le ministère de l'Intérieur d'un pouvoir dictatorial. Et c'est le rêve de toute la population croupissant dans la misère exsangue, et elles sont le souhait des dirigeants de l'opposition politique de nos nations africaines, pour ceux qui tiennent à démontrer qu'ils peuvent mieux gouverner que les oligarques et kleptocrates. Aussi, s'avère-t-il que ces derniers étalent leur talent politique pour que ces élections présidentielles et ou générales se passent dans les meilleures conditions. Et que l'alternance se manifeste grâce à elles. Mais, il n'en a jamais été ainsi, malheureusement pour eux. Et les puissances internationales pensent, parlent et agissent comme si cela était l'axiome de l'unique moyen de faire que nos nations avancent. Et qu'il y ait de l'alternance. Mais, ni les hommes et femmes politiques des partis de l'opposition politique de nos nations africaines, ni les dirigeants des pays reconnus comme étant les ex-puissances internationales, n'avoueront qu'ils font fausse route. Et c'est là ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Car, en fantasmant ainsi, ils sont incapables de réaliser leur ouvrage de politiciens de l'opposition populaire d'une nation. Cependant, c'est le rêve de nos populations, toutes entières, être mues par une véritable décentralisation du pouvoir exécutif, et des autres pouvoirs dans une indépendance d'institutions. Permettre la participation de tous à la chose publique ainsi que le contrôle et la vérification de l'activité gouvernementale, parlementaire et toute activité entreprise dans la nation. Toutefois, ce que pensent les dirigeants de l'hémisphère nord et les hommes et femmes politiques de l'opposition politique de l'hémisphère sud est 10 000 fois faux. Ils pensent, s'expriment et agissent de la sorte, pour se débarrasser de la problématique ainsi posée à eux, qui sont le plus souvent les mentors de nos dictateurs. Trait d'union, la preuve en est qu'ils trouvent toujours des moyens de soutenir leur poulain, afin qu'ils demeurent au pouvoir. Le président français François Hollande 15 mai 2012, 14 mai 2017, au cours des années 2014, trait d'union 2016, alors qu'il présageait des ambitions de mettre fin à la dictature en Afrique, surtout au Congo-Brazzaville, s'est détourné de tous ses discours pour conseiller, et ordonner même que le dictateur Denis Sassou Nguesso fasse son référendum. Et pourtant, il savait à 10 000% que ce dernier tricherait aux élections référendaires, mais il a permis cela. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait gérer la situation, vu la force de la diaspora congolaise qui le poussait à honorer sa parole d'honneur, prononcée au 16e sommet de la francophonie. Ne plus compter sur les dirigeants de la France, ce serait de l'espérantialisme. Mûrissons tout là. Mais, ce que nous, les Africains, nous ne voulons pas reconnaître, c'est que les dirigeants français savent que la France n'a point de richesse, mais elle a des idées, Dixit, le général président Charles de Gaulle. Et la maxime sociopolitique française déclare que la France n'a point d'amis, mais elle n'a que des intérêts. Ainsi, ce qui aura fait que nous ne progressions pas et que nous ne nous développions pas, aura été, -1, la trait d'union science politique des dirigeants politiques de l'hémisphère nord, et -2, les hommes et les femmes politiques, qui peuvent s'imaginer que l'alternance est possible avec des élections présidentielles bien faites, ayant toutes les qualités de la candeur que la population voudrait que ces dernières puissent avoir. Or, en Afrique, -1, les deux conférences nationales souveraines du Bénin et du Congo ont produit le renversement du monopartisme, et -2, les autres dirigeants ont été soutenus par les puissances ex-coloniales, afin de maintenir nos dictatures. Et, -3, ils ne savent pas qu'ils doivent mouiller le maillot et retrousser les manches pour développer nos populations, en manière d'exercice de la politique. Cela de telle sorte qu'elles deviennent véritablement le peuple souverain. -4, et que conséquemment, ce qui importe c'est de travailler au développement de nos populations, surtout en cette période actuelle, pour qu'elles trouvent de quoi mettre du soi-même dans une feuille de route qu'ils tracent, et retracent eux-mêmes, pour changer le paysage actif de la politique, de la nation congolaise et de toutes les nations africaines. Car la souveraineté, cela ne se déclare pas par le jure, mais par le facto. Elle ne se décrète pas, mais elle se secrète. 2. Développement du 24e point de mon projet de société congolais, après avoir réalisé toutes ces activités sociaux, traits d'union économico-politico-militaire et culturelle et autres, dont la nation a grandement besoin. Subséquemment au fait d'avoir mis le Congolais et la Congolaise à sa place. Et tout cela,
en face des droits et devoirs de chacun qu'il est à même d'assumer quotidiennement, nous pourrons entamer de la sorte, nous tous, les Congolais lambda, que nous établissions ce pourquoi tout ce travail aura été fait. C'est ça, trait d'union dire, trait d'union, l'élection présidentielle, pour élire le président de la République. C'est cela que nous ferons. Et, il en sera aussi le cas, pour les autres responsables politiques, de chacune de nos nations, qui devraient désormais diriger la destinée de chacune d'elles, selon les principes démocratiques, au vu et au su des résultats de ce grand travail titanesque, entrepris par chacune des élites de nos populations. Toutes les autres élections parlementaires et sénatoriales, régionales, territoriales, municipales, communales, cantonales et locales, etc. pourront avoir lieu objectivement. La feuille de route de la démocratisation, c'est ici le lieu de déclarer qu'après avoir mis en évidence cette feuille de route socio-économico-politico, trait d'union militaire, diplomatique, relationnelle, éducative et culturelle, scientifique, technique, technocrate, technologique et nanotechnologique. Le terme de la feuille de route de l'amorce de la civilisation congolaise tient à être mis en exergue et en évidence, pour parvenir à la mise en place de l'alternance politique au Congo, et dans n'importe quelle nation. Ce projet de société est une feuille de route. Car il est le moyen plausible de réinventer l'État pour créer le nouveau Congo. 21. La réalisation des élections présidentielles, régionales, départementales, municipales, cantonales et locales dans chaque pays de la plus juste manière, même si le terme de feuille de route peut rendre plusieurs significations, en fonction du contexte d'utilisation y afférent, en sachant que, -1, dans le jargon au langage militaire, c'est un ordre de mouvement d'un lieu précis vers un autre lieu géographique réel ou virtuel, en vue de rejoindre un point de contact suivant un itinéraire de route ou des chemins. -2, dans le domaine diplomatique, lorsqu'elle a été utilisée au figuré, par symbolisme, pour désigner un plan élaboré en 2003 par le Quartet, composé des USA, de l'ONU, de la Russie et de l'UE, en vue du règlement du conflit israélo-palestinien, il aura été question de la feuille de route pour la paix. C'est alors que l'expression anglaise de roadmap a été traduite, en ce qu'elle est, c'est-à-dire une feuille de route, pour désigner le plan établi par ces puissances pour parvenir à l'établissement de la paix, et éviter les conflits. -3, de l'expression qui est couramment employée dans divers domaines pour désigner les grandes lignes, et surtout les étapes, d'une politique, d'une stratégie ou d'un plan d'action. -4, dans le milieu informatique, l'anglicisme roadmap est plus souvent utilisé pour désigner la planification du développement ou du déploiement d'un logiciel. -5, ce terme est enfin utilisé pour qualifier le plan des visites prévues lors d'une tournée commerciale. La feuille de route congolaise pour l'alternance, nous comprenons ainsi que notre feuille de route est l'accomplissement de toutes ces étapes, pour parvenir à produire l'alternance dont nous avons besoin. Il n'est pas question de considérer le changement du président dictateur comme une alternance. Ou le changement de son clan 1000 se conférer au fait que les potentats baptistes sont au nombre de 850, et où trouverez-vous les autres 150 individus composant le clan 1000. Ils sont tout autour de lui, ou des manias et sbires de tout ce régime politique dictatorial, comme étant la feuille de route de l'alternance. Mais c'est l'accomplissement dilige de toutes ces étapes, qui vont concourir de la sorte à mettre en application toute cette feuille de route congolaise qui aboutira à manifester de fond en comble, le changement de régime, du système dictatorial et du personnel qui aura été manifesté fort tout-puissant, par rapport à la Constitution et aux institutions, faisant que le pays soit plongé dans la corruption, l'impunité, baignant dans l'impunité absolue, et produisant les antivaleurs qui freinent et plongent dans la misère exsangue toutes les populations. 2.2. Toutes les autres élections deviennent alors plus importantes que l'élection présidentielle. En effet, ce que nous devrions faire en est au point de reconnaître que notre plus grand travail sera de mettre en action cette feuille de route que je viens de vous présenter comme projet de société congolaise, tel que je viens de vous l'exposer. Car, pour que le pays change, il faille que nous nous mobilisions, en faisant que puisse réussir le travail politique de sensibilisation des populations, et de leur développement dans la participation politique de leur pays, en vue de s'organiser pour vaquer à tous les domaines, et faire de la politique active sur tout le territoire congolais, les élections locales, cantonales, municipales, départementales, communales, et régionales, etc., car tout ce que je viens de faire comme ouvrage n'est pas d'emmener les gens aux élections présidentielles et toutes les autres élections, mais de faire que les populations se prennent en charge elles-mêmes. C'est ce que nous devrions faire comprendre à tous.
car nous ne devrions pas nous attendre en ce que le président de la République fasse tout, décide tout, et domine sur tout le monde, si à chacun de nos niveaux nous n'œuvrions pas avec autonomie et liberté. Le pragmatisme électoral fondamental, dans la conception de la notion de l'élection présidentielle, sénatoriale, législative, municipale, communale, régionale, territoriale, cantonale et locale, etc., nous entendons, non seulement le cérémoniel consacrant cette activité, mais la vie socio-politique nationale qui en dépendent, par une véritable décentralisation, au travers de laquelle chaque découpage politique est une mini-république toute complète que l'on laisse vivre, en marchant par la séparation traditionnelle des pouvoirs. Et la capacité à abolir la mainmise du haut sommet sur la base demeurera le thermomètre de la température démocratique de la politique nationale. Car, dans la politique telle qu'elle est définie en démocratie, une élection n'est que le couronnement d'un travail qui aura été abattu en politique, et dans tous les domaines nationaux durant une périodicité bien définie, par le consensus unanime de tous. Dès que nous parviendrons à faire que dans tout ce qui se pense, se dise et se fasse, la voix de tout un chacun de nous compte, alors, nous sommes à même de faire des élections. Cependant, cela devra commencer à se fortifier à la base, pour impulser le haut trait d'union sommet. Et, c'est ce que nous n'avons jamais fait depuis les indépendances, 60 ans durant. Nous allons maintenant apprendre à tout le monde à faire confiance à tout le monde, car, la destinée de tout le monde est entre les mains de tout le monde, et non, entre les mains de quelques élites. Une intense activité politique de la population, et cela, avant, durant et après les élections présidentielles et les élections locales, cantonales, municipales, départementales, communales, régionales, législatives et sénatoriales, c'est-à-dire toute la période de la mandature des élus congolais, à tous les niveaux. Ainsi, c'est la vie politique intense, véritablement décentralisée dans tous les domaines et tous les secteurs de l'activité du pays, avec la véritable participation de tous qui compte, et qui fasse le succès de cette feuille de route ainsi tracée. Car des véritables élections couronnent l'expérience politique de n'importe quel secteur et de n'importe quel lieu, au sein duquel demeure l'habitat de la configuration nationale, et cela, en une répartition périodique d'une administration locale, cantonale, territoriale, régionale, communale, municipale, législative, sénatoriale et présidentielle. Ces élections, tant qu'elles n'expriment pas ce qui se fasse et ne sanctionnent pas ce qui s'entreprennent, ce ne sont que de la bouillabaisse politique. 3. Conclusion au 24e point de mon projet de société congolais, l'alternance politique minée par la dictature. Nous devrions nous y engager car c'est cela que requièrent les populations de chacune des nations africaines aujourd'hui, pour leur permettre de se prendre en charge. Car elles ne peuvent pas, par des luttes non violentes, accéder à ce privilège, qui consisterait à se prendre en charge, tant que l'argent et les forces armées et sécuritaires de chacune de nos nations sont entre les mains des dictateurs et de l'infinie minorité de la population. Ceux-là, qui œuvrent pour le maintien au pouvoir de nos oligarques et kleptocrates, lesquels sont encouragés par certaines autorités politiques internationales, et par les affairistes internationaux, dirigeant les consortiums et autres firmes qui maintiennent nos entasses sous tutelle financière, bancaire, commerciale et économique. Et c'est cela qui rend les multinationales toutes puissantes par rapport à nos nations, en les vassalisant sempiternellement. Parce que dans ces conditions politiques actuelles, il y a l'impossibilité de rendre crédible l'exercice sociopolitique des partis de l'opposition, qui réaliserait une action de confrontation et même contributive aux gouvernances dictatoriales. Il y a une telle manipulation et achat des consciences, des animateurs politiques de nos oppositions politiques, tels que l'on se dirait que ces dernières œuvrent pour le maintien au pouvoir de nos dictateurs. Les ténors de ces partis politiques de l'opposition étant rien d'autre que ceux qui ont travaillé de longue date avec le système dictatorial corruptible. Étant eux-mêmes aussi trempés dans ces manigances corruptibles politiques. Surtout que dans nos nations, la démocratie n'est que de jure, puisque nous avons vu apparaître un système multipartiste à double vitesse, avec un parti de la mouvance présidentielle toute puissant, cooptant autour de lui la quasi-totalité des partis du pays. Alors que les partis de l'opposition sont dépouillés de tout moyen d'exercice d'une opposition politique forte et contributive, ne demeurant que de l'opposition figurante. Mais avec cela, les populations, lassées extrêmement de la dictature, tentent d'encourager les partis d'opposition à tenir bon contre les oligarques et kleptocrates. Mais, au fond, où conduit tout cela? À rien du tout, car le pouvoir politique n'est pas entre les mains de la population, mais entre celles, -1, des politico-militaires,
qui se servent des forces armées et sécuritaires, pour la conservation du pouvoir prétendument à vie de nos dictateurs, -2, de la finance qui devient présidentielle, car elle est gérée par le président de la République qui établit le trésor public chez soi, à sa résidence privée de Pilaodoyo, alors que toute la machine économique, financière et bancaire, commerciale, et de l'insignifiante industrie, est entre les mains des proches du président de la République, tandis que ce dernier, en réalité se surcharge de tout diriger, lui-même. Voilà pourquoi, pour marquer un tourne décisif à cet état de choses qui étrangle l'économie de rente de nos États africains, il faille bien sûr que se réunissent les décideurs de ces économies de rente, qui ne sont rien d'autre que les bureaux d'affaires, gérant les consortiums internationaux et les multinationales, qui ont opté en leur sein nos économies de rente, lesquelles se présentent sous la forme d'affaires individuelles présidentielles de nos États. Cela permettra de désamorcer tout le système corruptible miné depuis les bureaux de ces consortiums et firmes internationaux, de ces multinationales, qui managent la mondialisation socio-économique, et à cause de laquelle, nos populations ne voient point la couleur des revenus de la commercialisation de notre héritage national, sinon au travers de quelques salaires des fonctionnaires nationaux. Lesquels, en effet, ne sont qu'au service de l'enrichissement, mais vraiment extrêmement scandaleux de la famille présidentielle biologique et ses apparentés. Ce scandale financier, en réalité, ne peut même pas être exprimé par les affaires des biens mal acquis. Car celle-ci ne présente que le 0,001% de la vraie facette de l'iceberg de cette escroquerie monumentale, pharaonique et sibérienne que nos dirigeants commettent contre nos populations. Résultat, il est question d'un dépouillement indescriptible qui se réalise, à telle enseigne que tout ce qui puisse être fait par les moyens financiers de l'État est en réalité rien qu'une possession présidentielle. Les choses se passent au point où, économiquement et financièrement, l'état de nos États est semblable au passage d'un tsunami sur les affaires économiques, financières et commerciales, et autres, de nos ressources nationales. Nos États se retrouvent dans la condition des nations européennes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième partie, 25. Conclusion. La pensée de Arcamon, le X, trait d'union à Arama, les dirigeants politiques de la mouvance présidentielle p'tiste et apparentée, du pouvoir oligarque, trait d'union kleptocrate, empêtrés dans l'injustice, la corruption, l'intolérance, l'impunité et l'exfiltration des masses financières et monétaires du Congo, vers les paradis fiscaux, les banques et les entreprises étrangères, enrichissant ainsi leurs homologues de la France-Afrique, et officieusement les dirigeants au pouvoir de l'hémisphère nord, en leur payant un impôt en millions d'euros annuels, pour leur maintien au poste de préfet de nos États vassalisés à l'Empire franco-africain. Ex de l'opposition politique, qui flirte avec le pouvoir en place de nuit, les responsables associatifs et des organisations non gouvernementales, et les élites et les leaders d'opinion de la diaspora, ne sachent faire qu'interpréter contradictoirement la crise chaotique politique du Congo. Cependant, seule, la Conférence nationale souveraine ecclésiale congolaise, pourra faire la véritable expertise ou l'état des lieux de la réalité nationale congolaise, pour forcer si possible, l'homme et la femme politique à vaquer à la réalisation de, la seconde conférence nationale souveraine congolaise, pourra s'attaquer à cela. Et mettre fin au chaos de la reddition socio-économico-politico, trait d'union militaire qui dure depuis 45 ans, qui aura établi l'apartheid sassouiste-oyocrate. De là jaillira la nouvelle volonté politique d'une troïka congolaise, s'associant avec les autres, qui viendront parlementer avec le Parlement de l'Union européenne pour mettre fin à la dictature africaine, au travers d'une conférence dite de l'anticonférence de Berlin. Voici mon combat, il n'y en a point d'autre qu'un vrai fils et une vraie fille du Congo puissent mener, et conséquemment, doivent mener. Et cela, pour faire que nous nous libérions. Car l'apartheid sassouiste-oyocrate occupe le pays. Nous sommes véritablement sous l'occupation de l'apartheid sassouiste-oyocrate, actuellement, au Congo. L'État n'existe plus, et il a été remplacé par un régime oligarque kleptocrate, qui se maintiennent par l'abrutissement des Congolais lambda, l'aliénation politique du clientélisme, et la corruption d'un amorphisme soutenu par une frayeur, une psychose et une crainte exacerbée de l'intimidation produisant, dans le cas échéant, des disparitions sommaires, des emprisonnements sans procès équitable, des meurtres et d'empoisonnements. Et aujourd'hui, une recrudescence des fusibles qui payent pour que les vrais pilleurs des richesses nationales de l'héritage du sol et du sous-congolais soient intouchables, et que le FMI soit ainsi blousé, et croit, avec les bailleurs internationaux, que la lutte contre la corruption est en marche. La création de cet État fédéral centrafricain, et cumulativement à cela,
entraîner les peuples de l'Afrique centrale de faire de même, en prenant pour option politique, celle de créer le premier État fédéral centrafricain, en Afrique, qui jumellera avec l'État fédéral des Antilles, rassemblant les grandes et les petites Antilles, tout en sachant que nous parviendrions à réaliser cela, aujourd'hui, en les libérant de toute emprise des puissances internationales de l'hémisphère nord. Cette action politique novatrice permettra en ce que nos 5 regroupements sous-régionaux deviennent des États fédéraux africains. Et non abuser les jeunesses congolaises et africaines dans cette utopie de la création d'un super-État africain, qui serait le plus puissant au monde. C'est cela la solution qui incombe aujourd'hui à quiconque voudrait que nous développions notre nation et l'Afrique. Il est temps que nous nous déterminions à combattre les oligarques, traits d'union kleptocrates de nos nations, face à face, et non, en braillant le jour et en se laissant coopter la nuit, par une corruption avec laquelle le pouvoir en place mouille la barbe de ceux qui, de jour crient contre lui, par un dégagisme jusqu'au boutisme, qui n'a destitué aucun président dictateur africain, depuis l'an 2000 jusqu'à nos jours. C'est notre combat à nous qui pensons ainsi. Nous allons nous y engager et nous finirons par remporter cette victoire, à laquelle nous tous, nous nous attendons, pour être en mesure d'entrer avec plus de force, dans le concert des nations internationales, libres, justes, égaux, laborieux et dégagés de tout joug qui nous vassalise, à la France-Afrique et autres principes politiques d'asservissement de notre peuple. Car, au XXIe siècle après Jésus-Christ, nous ne pouvons demeurer ainsi sans nous attaquer nous-mêmes à nos problèmes, selon nos convictions. Quiconque est véritablement inspiré et décidé, qu'il s'attelle à cet ouvrage, en se consacrant à ce noble combat de la libération de notre nation, et d'autres nations africaines et mondiales de notre planète. Et l'histoire nous emploiera parmi ceux qui se lèvent et prennent leurs responsabilités en face de l'histoire, pour cette libération de nos peuples. Vive le Congo! Vive la République! Que Dieu bénisse le Congo!